Voilà, alors je vais effectivement aborder la maladie de Parkinson du point de vue de la médecine physique et de réadaptation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, oui, la maladie de Parkinson, c'est pas qu'une atteinte motrice. Donc dans ma présentation, je parlerai très peu du moteur, je parlerai également très peu du cognitif, puisque ce sera abordé par ailleurs. Je parlerai très peu également de l'orthophonie, mais vous verrez, parce que ce sera abordé par ailleurs, mais vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'autres choses intéressantes et dont doit s'occuper le médecin de MPR. Donc en mars 2000, la conférence de consensus notait dans la question 5, place et indication de la rééducation et réadaptation dans le traitement de la maladie de Parkinson. C'était déjà noté à l'époque que la rééducation devait s'inscrire dans un objectif thérapeutique avec le malade et bien sûr son entourage. Les indications étaient à la fois détaillées et assez restrictives, préventives, notamment pour les chutes, plus spécifiques comme micrographie, les postures, les indications palliatives et plus globales, le traitement des complications. Et les types de rééducation parlaient essentiellement de rééducation motrice et je dirais de rééducation prise en charge par les orthophonistes. Les modalités de rééducation étaient définies comme devant être individuelles, devant être débutées par un bilan qui devait donc conduire à un projet thérapeutique. Rééducation, kiné et orthophonie, on l'a dit, mais aussi, c'était déjà évoqué, les troubles vésico-sphinctériens dont on parlera et les troubles dysautonomiques. Par contre, il était clairement dit que les programmes devaient être courts et intensifs, de 1 à 2 semaines, et ces programmes devaient pouvoir se prolonger et donc permettre le maintien à domicile, donc avec un travail avec la personne, bien sûr, on parlera d'éducation thérapeutique également, mais aussi avec l'entourage, avec le secteur libéral et le secteur associatif. Alors, quelques petites dias tirées du livre blanc du Parkinson, parce qu'effectivement, quand on s'intéresse aux difficultés qui sont perçues par le malade, on va laisser de côté le grand public, mais le malade et les proches, ce sont essentiellement des problèmes moteurs et des problèmes d'orthophonie. Les principaux problèmes rencontrés par les aidants familiaux, par contre, simplement dire qu'on voit qu'ils sont lourds, qu'ils sont divers, et que de prendre en charge une personne sans prendre en charge les aidants n'est plus d'actualité. Et puis, donc, cette vision, donc, effectivement, assez limitative quand on voit les relations des malades avec le monde paramédical, parce que oui, il y a de la kinésithérapie, en général les patients en sont contents. Oui, il y a de l'orthophonie, et pareil, ceux qui y font appel, ils sont contents. Le podologue et l'orthoptiste, mais pas d'autres spécialistes de mentionner dans le livre blanc. Les Parkinson face aux aides sociales, on voit aussi qu'il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas tellement de personnes qui font appel, me semble-t-il, et les réponses sont variées. Et ça aussi, je pense que ça peut être du domaine de la médecine physique et de la réadaptation. Lorsqu'on est en médecine physique et de réadaptation, on a la chance de pouvoir proposer une prise en charge multidisciplinaire. Alors, de dire que toutes nos équipes sont équipées de cette manière et que tous les postes sont pourvus, c'est peut-être un petit peu illusoire, mais c'est vrai que le travail du médecin de MPR, c'est aussi de coordonner tous ces professionnels autour du patient. Les professionnels que sont kiné, ortho, mais aussi ergo, psycho, pour le patient et l'entourage, les psychomotriciens, les neuropsychos, on en parlera, mais aussi les diététiciennes, mais aussi les spécialistes de l'appareil urinaire pour mettre en place tous les syndromes fonctionnels urinaires, les problèmes de transit, les problèmes sexuels, l'assistante sociale, mais aussi, on l'a dit, le Parkinson peut être jeune et encore travailler et encore conduire. Donc, il s'agit bien de coordonner, mais de se coordonner aussi avec différents professionnels, médecins neurologues, généralistes. Dans le livre blanc, il est noté en moyenne qu'un patient voyait 2 fois par an son neurologue et le reste du temps son généraliste, mais aussi l'ophtalmologue, je l'ai oublié, l'orthoptiste, le psychiatre, éventuellement médecin du travail, urologue, gastro-entérologue et l'éducation thérapeutique.
La réponse que nous pouvons faire avec nos services de soins et de réadaptation, quels qu'ils soient, SSR, polyvalents, gériatriques ou surtout spécialisés, plusieurs types d'hospitalisation peuvent répondre, l'hospitalisation complète, dont l'hospitalisation de semaine, mais aussi l'hôpital de jour, qui peut être un lieu intéressant pour faire des bilans et les répéter, des bilans pluridisciplinaires, mais aussi la rééducation éventuellement en hôpital de jour ou en cure de traitement ambulatoire. Et donc, il m'est apparu important, si effectivement on intervenait dans un réseau comme ça de professionnels, de pouvoir utiliser les mêmes outils et notamment les mêmes échelles. Donc l'échelle qui a été évoquée tout à l'heure, effectivement, qui est vraiment spécifique du Parkinson, c'est l'UPDRS. Alors bien entendu, elle n'est pas suffisante et l'EMC l'aborde tout de suite en disant oui, mais il faut aussi une échelle de qualité de vie, évaluer les troubles du comportement cognitif, les fluctuations et l'échelle d'incontinence. Par contre, l'UPDRS semble assez fréquemment utilisée. Elle prend à peu près 30 minutes. Elle est utilisable à tous les stades de la maladie. Elle semble être un bon reflet à la fois, on a vu, de la maladie, mais aussi des conséquences du traitement. Elle est beaucoup utilisée, validée et peu variable. 6 sections dans cette UPDRS. La première qui concerne l'état mental et thymique. La deuxième, les activités de vie quotidienne, chaque fois en période on et en période off. Idem pour la section 3, avec l'examen moteur. La section 4 s'intéresse aux complications du traitement, on l'a vu, et les sections 4 et 5. Donc, section 1, affaiblissement mental, troubles de la pensée, dépression, motivation. Motivation, initiative. Les thèmes qui concernent l'activité dans la vie quotidienne. Là, c'est franchement encore moins lisible, l'examen moteur, mais je pense que vous connaissez. Les complications de traitement, les stades de Heun-Eyard et l'échelle de Schwab-Englund. Alors encore une fois, juste pour dire, oui, ça ne suffit pas. Les fonctions cognitives, il y a d'autres échelles beaucoup plus spécifiques qui sont à utiliser en complément. Je pense que ce n'est pas la peine de les détailler. Les tests, alors je parlerai rapidement aussi de l'échelle de qualité de vie dont je n'ai pas trouvé la traduction en français. Alors je ne sais pas si elle a déjà été faite, je n'ai peut-être pas actualisé ma présentation. Donc il semble important d'évaluer la qualité de vie de la personne et donc d'évaluer les symptômes parkinsoniens, mais aussi systémiques, les facteurs émotionnels et les facteurs sociaux. Voilà. Alors là vraiment, puisque ça a été abordé avant, on va très rapidement passer. Simplement peut-être s'arrêter sur l'atrophie multisystématisée. Je parlerai tout à l'heure beaucoup des troubles, Je parlerai des troubles urinaires qui peuvent passer inaperçus et qui sont particulièrement très importants dans l'atrophie multisystématisée. Les autres diagnostics. Parler peut-être aussi des syndromes parkinsoniens vasculaires, puisqu'il nous arrive d'en accueillir dans nos structures. Alors, la rééducation, je l'ai différenciée peut-être suivant les 3 stades qu'on va reprendre. Le stade 1, lune de miel, donc l'UPDRS est à 6 à 12 pour les facteurs moteurs. Alors on souhaiterait proposer auto-apprentissage, assouplissement du tronc, travailler l'extension de genoux. On souhaiterait éventuellement travailler ça en groupe. On souhaiterait commencer l'éducation thérapeutique du patient et de l'entourage. On souhaiterait donner des conseils de maintien dans l'emploi, des conseils pour la conduite automobile. Mais je pense que c'est souvent des souhaits de rééducateurs qui voudraient anticiper. Je pense que le patient, étant en lune de miel, n'a surtout pas envie d'entendre parler de sa maladie, et encore moins d'être pris en charge dans un groupe, et encore moins de cumuler des séances de rééducation avec son travail qu'il espère maintenir, et encore moins voir des personnes qui sont plus avancées que lui dans sa maladie. Donc ce serait bien, mais je pense que c'est peut-être encore illusoire, mais ça reste à travailler.
Au stade 2 de la maladie, effectivement, la maladie est installée. Je ne parlerai pas encore une fois du travail qui est fait en kiné, mais de dire aussi, en plus de la kiné, peut-être le travail des autres professionnels en partenariat, et j'insisterai sur le soutien des aidants qui me paraît nécessaire. Au stade 3, c'est plutôt de l'entretien, et peut-être que nos structures peuvent aussi aider en soulageant les aidants par des séjours de répit, nos structures ou d'autres. Alors, je souhaiterais parler maintenant donc des problèmes qui ne seront peut-être pas abordés aujourd'hui, notamment les problèmes urinaires. Donc, ils sont fréquents, suivant les études, 38%, 71%, 63%. Je l'ai dit, 100% dans l'atrophie multisystématisée. Prédominance importante des signes irritatifs, selon l'IPSS que je détaillerai rapidement après, 95% de signes irritatifs et surtout une notion dans 86% des cas de nocturie. On l'a vu tout à l'heure, le sommeil est déjà perturbé, le sommeil est perturbé par des mictions fréquentes. On voit ce que ça peut donner comme répercussion sur la qualité de vie de la personne, mais aussi du conjoint qui éventuellement dort à côté. Parfois aussi des signes obstructifs qui, là, sont plus fréquents chez les hommes. Donc, simplement, je redétaille l'échelle d'IPSS, où on demande à la personne « Avez-vous eu la sensation, donc toujours dans le dernier mois, de ne pas vider complètement votre vessie, d'avoir envie d'uriner moins de 2 heures après l'avoir déjà fait, d'avoir une interruption du jet pour mettre en évidence les syndromes obstructifs, difficulté à retenir votre envie, diminution de la taille du jet d'urine, force, une notion de dysurie, et puis justement les levées nocturnes. Et puis avec la notion comment vous vivez ça, si vous deviez continuer de vivre comme ça, comment vous jugeriez votre qualité de vie. La qualité de vie, le score HY est notamment notion de bilan urodynamique en général qui sont souvent faits soit dans les centres de réadaptation, soit chez les urologues, avec nécessité de réunions interdisciplinaires à ce moment-là. Donc poser le diagnostic, essentiellement une notion d'hyperactivité du détrusor, qui peut être asymptomatique dans 37% des cas. Donc c'est important de poser la question et de poser ce diagnostic quand on voit la même personne. Parfois aussi la notion d'hypoactivité. Comment les prendre en charge alors pour les signes obstructifs, un traitement donc essentiellement des alpha-bloquants avec toutes les risques qu'il peut y avoir. Il ne s'agit pas d'une hypertension artérielle mais d'une hypotension artérielle. Les sondages intermittents, là encore, c'est un petit peu comme la rééducation en phase précoce. Tout le monde pense que c'est la meilleure solution, mais c'est très peu utilisé. Parce que la personne ne peut pas se sonder, les autosondages sont en général difficiles pour des raisons motrices et pas évidentes pour les hétérosondages non plus. Et à ce moment-là, il convient de discuter avec l'urologue de l'intérêt, en tout cas, du risque le moins important entre une sonde à demeure et le cathé suspubien, et puis les chirurgies. Dans les signes irritatifs, le gros intérêt de la desmopressine, mais là aussi, grosse vigilance, on va dire, au niveau de l'hyponatrémie et des risques de confusion. Pour ma part, je n'ai pas trouvé de travaux en rapport avec la toxine botulique. Si jamais quelqu'un a une expérience, merci de le signaler. Quand on est parkinsonien, on l'a dit, on est très souvent constipé. C'est le cas d'un parkinsonien sur 2, contre 13% de la population générale. Pourquoi ? À cause des médicaments, à cause de l'atteinte du système nerveux autonome et des troubles du péristaltisme, mais aussi l'hygiène de vie. En général, moins de liquide, plus de sucreries et moins d'activité physique. Comment traiter? Donc là, effectivement, des conseils à donner à la personne, voir avec la diététicienne, une alimentation